le webinaire sur la réglementation de l'énergie au Québec. La présentation va commencer avec un mot d'ouverture de Dominique Deschênes, qui est sous-ministre associé à l'innovation et à la transition énergétique au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Dominique, je te cède la parole le temps de ton discours. Tu peux t'es encore en sourdine si tu veux. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dominique Deschênes, à vous. Salutations à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la présentation du rapport sur la réglementation de l'énergie au Québec. C'est un rapport qui est synthèse des présentations et discussions qui ont eu lieu lors de l'atelier de mars dernier. Je rappelle que cet atelier s'inscrit dans une entente de collaboration entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. D'ailleurs, l'événement du mois de mars s'était tenu en virtuel, tout comme le webinaire d'aujourd'hui. Chapeau aux organisateurs, que je sais que ce fut un défi et un grand succès. Donc, réunissant experts, intervenants, acteurs et parties prenantes, l'atelier a permis, d'une part, d'échanger et de réfléchir aux enjeux et aux défis de la réglementation énergétique au Québec, et aussi de déterminer les obstacles à sa modernisation et les actions à poser pour les surmonter. L'objectif ultime est de soutenir et d'accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique. Cet atelier a pu bénéficier à la participation d'acteurs de premier plan dans ce domaine au Québec. Experts, chercheurs et praticiens d'ici et aussi d'Amérique du Nord ont partagé le fruit de leurs réflexions et de leur expérience. Une autre force de cet atelier a été la diversité des participants issus de divers horizons et la pluralité des points de vue qui ont favorisé une bonne représentativité des recommandations proposées. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui a été préparé par les chercheurs Joanne Whitmore, Pierre-Olivier Pinault, ainsi que M. Sylvain Audette. Il met à contribution les connaissances et l'expertise des différents conférenciers et des participants dans un format structuré, rigoureux, cohérent et surtout accessible, ce qui est très important pour nous. Chaque intervention dans ces événements, nous mentionnons les réalisations issues de notre partenariat avec la Chaire. Depuis 3 ans maintenant que nous sommes en partenariat avec la Chaire, je crois que les réalisations méritent encore d'être soulignées, que ce soit les 3 dernières éditions de l'État de l'énergie, l'étude sur la productivité énergétique, les 3 ateliers qui ont été réalisés sur des thématiques fondamentales comme la modélisation, l'écofiscalité et bien sûr la réglementation. Toutes ces contributions constituent des bases pour la prise de décision éclairée pour tous les acteurs de la transition énergétique au Québec. Convenue en 2017 et prévue initialement pour une durée de 5 ans, l'entente a été prolongée jusqu'en 2026, soit sur l'horizon de la prolongation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique, lequel vous sera dévoilé cet automne. L'entente se poursuit sous l'égide du MERN, avec les mêmes acteurs, les mêmes experts et les mêmes objectifs. Nous en sommes évidemment bien heureux. En effet, notre collaboration avec la Chaire au cours des 3 dernières années, telle que mentionnée, a été fructueuse et bénéfique et mérite d'être poursuivie. L'outil réglementaire est incontournable en transition énergétique. Son déploiement efficace et performant est confronté toutefois à plusieurs défis en raison du contexte sans cesse changeant au niveau économique, technologique et environnemental. Il est important de souligner que le gouvernement reconnaît l'importance de la réglementation pour le succès de la transition énergétique. Le plan directeur, d'ailleurs, souligne qu'il est incontournable pour atteindre les cibles énergétiques du Québec. Le plan pour une économie verte prévoit lui aussi plusieurs mesures de nature légale et réglementaire, dont par exemple l'interdiction de la vente de véhicules à essence dès 2035. On pourra en citer beaucoup d'autres, comme le bannissement du mazout, par exemple, dans le secteur résidentiel. Notre ministère est actif dans le domaine de la réglementation énergétique. Plusieurs règlements ont été annoncés ou adoptés au cours des dernières années. On peut citer le règlement concernant la quantité minimale de gaz naturel renouvelable devant être livré par un distributeur, la modification au Code de construction de 2020 qui exige des exigences d'efficacité énergétique plus élevées pour les nouveaux bâtiments commerciaux et institutionnels. Plus récemment, en mai dernier, le MERN a aussi publié un projet de règlement
sur l'intégration de contenus à faible intensité de carbone dans l'essence et le carburant diesel. À ce propos, il est important de rappeler que les émissions de gaz à effet de serre sont représentées par 70 dans le domaine de l'énergie des émissions totales au Québec. Ces différentes actions auront une contribution non négligeable à l'atteinte des cibles énergétiques et par conséquent à la lutte au changement climatique. J'aimerais également saisir cette occasion pour vous préciser que les travaux de mise à niveau pour prolonger le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique jusqu'en 2026 sont en cours. Les équipes travaillent à pied d'œuvre à mettre en œuvre une prolongation du plan directeur afin de l'actualiser à la nouvelle réalité de 2021. Les nouveautés seront annoncées sous peu pour renforcer notre action. Je terminerai en vous remerciant tous pour votre participation et plus largement de l'intérêt que vous portez à nos différentes activités. Je tiens à féliciter sincèrement les rapports de l'auteur Joanne Whitmore, Pierre-Olivier Pinault et Sylvain Audette. C'est un ouvrage important et de grande qualité qui sera une référence pour les prochaines actions gouvernementales dans le domaine de la réglementation. Merci à tous et bonne présentation. Merci beaucoup, Dominique, pour ces bons mots et pour cette introduction. Je vais donc commencer avec la présentation du rapport que vous pouvez télécharger sur le site de la chaire. Et si vous êtes inscrit au webinaire, vous avez reçu un lien pour vous inscrire et avec les coordonnées du rapport. Donc, vous pouvez aussi le feuilleter. Évidemment, je vous invite à le lire. Les diapositives sont aussi disponibles sur le site de la chaire en même temps que le rapport. La présentation, avant d'entrer dans la présentation, je veux bien établir clairement que c'est un travail collectif qui a bénéficié de la participation et du travail de plusieurs personnes. Donc, c'est moi qui présente aujourd'hui, mais évidemment, Joanne Whitmore a été clé dans la rédaction et la conception du rapport. Sylvain Audette aussi. J'aimerais les remercier. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles nous a soutenus et on les remercie non seulement pour leur soutien financier, mais évidemment pour la contribution intellectuelle, notamment Ismaël Cissé a été très important dans tout le processus. Nous avons bénéficié de plusieurs conférenciers. Je vais revenir sur quelques éléments de leur présentation pour vous faire un peu le portrait général. Et évidemment, l'ensemble des remerciements s'adresse aussi à la cinquantaine de participants à l'atelier qui s'est tenu en mars dernier, dont on vous présentera la synthèse des idées qui ont été échangées. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas du tout mon opinion personnelle ou l'opinion ou les perspectives de Joanne et Sylvain et moi, mais vraiment une synthèse qui a été relue par les conférenciers et diffusée aux participants pour s'assurer de représenter le mieux possible ce qui a été discuté. Ce que je vous propose, c'est de simplement redonner quelques mots de précision sur l'atelier. L'atelier qui a eu lieu a été précédé d'un sondage et donc on va pour un petit peu tâter le pouls des participants sur la réglementation de l'énergie au Québec. Donc, je vais vous partager quelques résultats de ce sondage-là. Et par la suite, on va faire court résumé des différentes conférences de cadrage qu'il y a eu. Donc, les conférenciers dont vous avez vu les noms il y a quelques secondes, je vais mentionner quelques éléments importants de leur présentation. Par la suite, on va aller au cœur des résultats de l'atelier qui sont les pistes d'action que nous avons collectivement identifiées et que nous soumettons bien humblement au gouvernement, à la communauté du secteur de l'énergie au Québec, à tous ceux qui sont intéressés et qui, nous l'espérons, pourront s'inspirer de ces pistes d'action pour mener les réformes que nous pensons qui sont nécessaires. Et nous allons terminer cette heure de webinaire par une période de questions. Et je vous invite donc, en fait, quand vous le voulez, dès maintenant si vous le voulez, à aller dans la section questions et réponses de Zoom et vous pouvez écrire votre question. Si ce sont des questions simplement d'organisation, on va pouvoir répondre pendant la présentation. Mais sinon, après la présentation, probablement vers 11h40, eh bien, je lirai ces questions là et je tenterai d'y répondre et éventuellement je ferai appel à Sylvain Audette et Joanne Whitmore et à Dominique Deschênes qui restent branchés avec nous pour répondre à certaines des questions que vous poserez.
Donc, n'hésitez pas à réagir tout au long de la présentation. Vos questions sont enregistrées et on pourra elles seront écrites et on va pouvoir les lire et y répondre dans la mesure du temps disponible. Le webinaire va se terminer à midi. Donc, l'atelier que nous avons tenu en mars dernier, il s'inscrit véritablement dans le plan directeur en transition, innovation, efficacité énergétique du Québec 2018-2023, plan qui a été un petit peu étendu jusqu'en 2026. Il s'inscrit aussi plus largement dans le plan pour une économie verte 2030 et notamment dans le plan directeur en transition. Il y a l'engagement à consacrer des efforts pour réviser les processus réglementaires sur l'énergie et de s'assurer d'avoir une réglementation flexible, efficace et économiquement viable. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que le MERN et TEC, à l'époque TEC et le RN maintenant, nous avait demandé de se pencher sur la réglementation au Québec, de l'énergie au Québec. Et évidemment, c'est un sujet qui nous est à cœur et pour lequel on pense effectivement qu'il y a des éléments à réfléchir et à renouveler. Donc, c'est pour ça qu'on a envoyé une invitation à différents intervenants de plein de niveaux décisionnels, donc de l'université, du gouvernement, du secteur professionnel, donc de l'industrie et du monde communautaire. La liste de ces 52 personnes est disponible, elle est en annexe du rapport final. Donc, je remercie tous les intervenants. Je ne vais pas les nommer un à un. Vous pouvez aller voir la liste pour savoir qui était présent virtuellement lors de l'atelier. On a donc fait, comme je le disais, un petit sondage en amont de l'atelier, une matinée de présentation avec des conférenciers et après, par la suite, 4 tables de discussion où on se réunissait à environ 10-12 personnes pour traiter de différents enjeux autour de la réglementation. Ce que nous voulions particulièrement obtenir comme perspective de la part des intervenants, c'était les enjeux qui expliquent les insatisfactions vis-à-vis de la réglementation de l'énergie au Québec. Comme vous allez le voir dans les résultats du sondage que nous avons fait, en amont de l'atelier, on a fait un sondage et on s'est aperçu qu'il y avait une insatisfaction quant à la réglementation du secteur de l'énergie au Québec. Donc, on voulait mieux comprendre ces enjeux-là. On voulait pouvoir identifier avec les participants quelles réformes prioritaires devraient être envisagées, avec aussi les opportunités qui seraient à saisir. Évidemment, on voulait mieux comprendre les obstacles qui étaient identifiés par tous les intervenants. Et aussi, c'est très important, savoir quelles options de concertation pourraient être développées pour s'assurer que toutes les parties prenantes soient incluses dans les réflexions sur la réglementation de l'énergie, parce que, et c'est un enjeu qu'on a identifié, il faut vraiment impliquer le plus de parties prenantes dans ces réflexions-là, parce que sinon, il pourrait y avoir de la grogne qui se développe et des insatisfactions qui sont présentes. Donc, par souci de transparence et d'impliquer et de bâtir un secteur durable, il faut vraiment trouver des bonnes options de concertation. Donc, en fait, les pistes d'action que je vais partager avec vous un peu plus tard vont correspondre à ces différents objectifs, identifier les enjeux, les réformes prioritaires, penser aux obstacles et trouver les options de concertation. La réglementation, d'abord une diapositive sur qu'est-ce qu'on entend par réglementation. C'est l'ensemble des lois, des textes législatifs et juridiques, des règlements, les normes, les directives qui sont issues d'une autorité administrative pour régir une activité. Ici, ce sont les activités du secteur de l'énergie, donc c'est très large, c'est vaste. Ça implique beaucoup de monde. En fait, ça implique plus qu'une seule autorité. On a la Régie de l'énergie au Québec, mais qui est loin d'être la seule autorité qui établit la réglementation dans tout le secteur de l'énergie, d'autant plus qu'on a différents sous-secteurs dans l'énergie et on a plus précisément, dans le cadre de cet atelier-là et du rapport, considéré 2 volets. Un premier volet qui concerne la réglementation des marchés de la distribution de l'énergie. Donc, on pense souvent à la notion de tarif réglementé. Donc, essentiellement, ça couvre la réglementation de l'électricité et du gaz naturel. Nos tarifs d'électricité, nos factures d'électricité, elles sont réglementées et elles passent par la Régie de l'énergie. Donc, ça couvre, c'est le premier volet, et on va souvent faire référence au premier volet, donc c'est à l'ensemble des réglementations
sur la distribution d'énergie, mais aussi des marchés émergents comme le gaz naturel renouvelable et l'hydrogène. Il va y avoir des besoins en réglementation. Il y a déjà de la réglementation. Madame Deschênes a mentionné justement différents règlements récents qui ont été émis par le gouvernement pour la teneur en gaz naturel renouvelable dans le réseau de distribution de l'énergie ou alors différentes teneurs en biocarburants dans les combustibles liquides. Ça fait partie de cette réglementation des marchés de l'énergie, de la distribution d'énergie. Mais il y a aussi toute la réglementation, et c'est le deuxième volet que nous allons couvrir, sur la réglementation des équipements, les nouveaux bâtiments, les appareils, les véhicules. Il y a des normes, des codes qui sont imposés et il y a donc d'autres enjeux de réglementation qui sont plus sur les équipements et c'est le deuxième volet qui est traité dans l'atelier. Pourquoi est-ce qu'on pense que la réglementation est importante à étudier et à renouveler? Parce que le cadre réglementaire global du secteur de l'énergie a peu évolué au fil des années et beaucoup considèrent qu'il est mal adapté aux défis d'aujourd'hui. On a un décalage entre les opportunités technologiques, entre les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles énergies renouvelables et le cadre réglementaire qui, comme je viens de le mentionner, est un cadre réglementaire assez vieux. Minimalement, on peut dire qu'il a 20 ans avec l'avènement de la régie de l'énergie, la création de la régie de l'énergie, mais probablement que beaucoup d'éléments sont en fait date d'il y a plus longtemps, même s'il évolue, il y a des mises à jour, par exemple, du code du bâtiment, il évolue moins rapidement que ce que le rythme de la transition énergétique devrait nous dicter. On sait qu'on est en crise climatique, on a une urgence climatique, on devrait agir beaucoup plus rapidement. Le cadre réglementaire ne permet pas cette agilité et cette rapidité d'action. Donc, on pense qu'il faut une modernisation de la réglementation pour justement permettre plus d'innovation et pour atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique. Donc, ça, c'est un petit peu pour notre motivation pour agir sur la réglementation. Évidemment, c'était dans le cadre du plan directeur de la transition énergétique, mais c'est bien plus fondamental que ça. Il y a des enjeux de fond qui demandent une nouvelle réglementation. Je vous avais parlé du sondage que nous avons fait passer auprès des participants qui étaient inscrits à l'atelier. Donc, on a obtenu des inscriptions à l'atelier. On a fait faire un sondage qui n'est pas un sondage scientifique, qui est simplement une enquête pour prendre le pouls des participants, des 50 personnes qui étaient inscrites, simplement prendre leur pouls. Il n'y a pas de prétention à être représentatif de la société québécoise, mais évidemment, ce sont 50 personnes qui étaient des gens qui connaissent le secteur de l'énergie, qui connaissent plusieurs aspects, peut-être pas tous les aspects, mais plusieurs aspects de la réglementation, qui sont familiers avec le secteur de l'énergie. Et donc, on voulait prendre leur pouls par rapport à la réglementation. Et d'abord, on leur a demandé quel était leur niveau de connaissance de la réglementation d'énergie au Québec. D'un côté, pour le volet 1, que je répète, est celui de la réglementation des marchés de distribution. Et on s'est aperçu donc que le niveau de connaissance était élevé, très élevé ou moyen, avec donc généralement une plutôt bonne connaissance de la réglementation des marchés de distribution. Évidemment, je le répète, ce sont les 50 personnes qui se sont inscrites au volet à l'atelier, donc des gens qui sont proches du secteur de l'énergie. Et donc, évidemment, on ne pense pas que dans la population, il y ait une aussi bonne connaissance de la réglementation des marchés de la distribution. Par contre, pour ces 50 pour les répondants au sondage, on avait une connaissance qui était bien moins élevée en ce qui concerne la réglementation des équipements, de la construction et des appareils ou véhicules. Là, vous voyez, 48% des répondants disaient avoir une faible connaissance, un faible niveau de connaissance de la réglementation plus technique des équipements ou du code du bâtiment. Néanmoins, dans les deux volets, l'importance perçue envers la réglementation était jugée très élevée. Comme vous le voyez, la réponse élevée en termes d'importance de la réglementation a obtenu l'accord de plus de 75% des participants, autant pour la réglementation de la
la distribution d'énergie que pour la réglementation des équipements. Donc, il y a une très grande préoccupation par rapport à une très grande importance qui est accordée à la réglementation, moyenne dans certains cas, mais vous voyez, très peu pensent qu'il y a une faible importance. Donc, la réglementation est considérée comme tous comme importante, et ce qui est probablement, pourquoi c'est important? Parce que, et ça c'est des commentaires, c'est quelques commentaires qui ont été extraits des commentaires que les participants pouvaient partager lors du sondage, parce que réglementer, c'est encadrer, c'est important de bien encadrer le secteur, c'est un outil, la réglementation, qui peut être très performant pour transformer les marchés si on veut transformer les marchés. Beaucoup pensent qu'il faut transformer les marchés de l'énergie avec la transition énergétique, donc la réglementation peut être utilisée. C'est aussi un outil qui est important pour niveler, s'assurer d'avoir un marché qui est égal pour tous les acteurs et pour structurer les marchés. Et donc, c'est important justement pour avoir ce cadre compétitif, un environnement d'affaires qui est compétitif et transparent pour que ce soit clair, que les règles du jeu soient claires et connues. Et aussi pour s'assurer qu'on tienne compte des externalités environnementales et sociales, notamment à travers le prix de l'énergie, pour que ça reflète non seulement la valeur de l'énergie, mais les coûts environnementaux et sociaux qui peuvent être associés à l'énergie. Donc, la réglementation, c'est important, et malheureusement, comme la prochaine question nous l'indique, la satisfaction envers le cadre réglementaire québécois est très faible. On a voulu sonder différentes facettes de la réglementation de l'énergie au Québec, et on s'est aperçu que dans à peu près tous les cas, le niveau de satisfaction était 50% était très faible, 50% des répondants étaient peu satisfaits ou insatisfaits des institutions réglementaires, de la réglementation des filières énergétiques, de la réglementation de l'énergie dans les différents secteurs économiques, de l'implication des paliers gouvernementaux, un fort niveau d'insatisfaction. En ce qui concerne la réglementation des marchés régionaux et de la réglementation interrégionale de l'énergie, il y avait un niveau de connaissance, vous voyez, pas d'opinion, qui est assez élevé, mais même si on enlève les gens qui n'ont pas d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'insatisfaction dans la manière dont sont encadrés les échanges d'électricité, la tarification énergétique, et aussi majoritairement plus de 50% de répondants étaient insatisfaits. La demande, la gestion de la demande et de l'efficacité énergétique, beaucoup d'insatisfaction. Et en dernier lieu, la réglementation qui encadre les gaz à effet de serre et les autres externalités, aussi beaucoup d'insatisfaction. On s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont très satisfaits dans les GES, et ça fait référence en grande partie au marché du carbone, au SPED, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui satisfait un certain nombre de personnes, mais globalement, il y a une insatisfaction dans le cadre réglementaire. Donc, cette insatisfaction-là, c'est un petit peu, on l'a constaté avec ces chiffres-là, c'était aussi la nôtre auparavant qui nous a motivés à organiser cet atelier-là avec le MERN, dans le but évidemment d'améliorer la réglementation au Québec. On a demandé aux participants avant l'atelier de prioriser quelques thèmes de la réglementation au Québec. La décarbonisation, l'électrification des transports, c'est le thème numéro 1, le premier choix, la première priorité en termes de réglementation à resserrer. La tarification est arrivée deuxième en termes de thématiques sur laquelle la réglementation doit être améliorée, la gestion de la demande et de l'efficacité énergétique en troisième, et vous voyez, les autres priorités sont moindres, mais on se rend compte qu'il y a au niveau de la décarbonisation qui est très large, mais après de la tarification et de la gestion de la demande et de l'efficacité énergétique, un certain consensus, ou en tout cas une bonne mobilisation autour de ces thèmes-là comme étant des thèmes prioritaires. On a, et je ne vais pas passer à travers toutes les forces, faiblesses, opportunités et menaces que les participants ont identifiées dans le sondage, je vais simplement mentionner quelques-unes. Au Québec, on a plusieurs forces dans le secteur de l'énergie, évidemment notre électricité propre et abondante et peu chère. Mais je vais mentionner le numéro 4 ici, la volonté commune que nous avons au Québec dans les différents acteurs politiques et de la société civile d'agir sur la transition énergétique. C'est une volonté commune que l'on ne retrouve pas partout sur Terre, et c'est
c'est important de le souligner, c'est une force au Québec, on a une unanimité politique sur la lutte contre les changements climatiques. Par contre, évidemment, on a certaines faiblesses. On est habitué à payer pas très cher pour l'électricité. On est content de payer pas cher, mais c'est pas forcément la meilleure approche et le meilleur signal économique pour innover et avoir développer l'efficacité énergétique. Et on a déjà tendance à se percevoir comme vert, comme ayant déjà fait plusieurs efforts, alors qu'il y a beaucoup encore à faire au Québec pour améliorer notre bilan énergétique, notre bilan environnemental. Il y a différentes opportunités. Je ne vais pas toutes les mentionner. Je vous invite à aller voir le rapport pour aller creuser davantage. Mais on a la possibilité d'améliorer la performance environnementale de l'économie québécoise. Il y a beaucoup d'inefficacité dans notre système énergétique. Et ça, ce sont des opportunités pour faire mieux, s'enrichir à travers ça en ayant une utilisation plus rationnelle, plus optimale de notre énergie. Par contre, il y a différentes menaces, celle que j'ai mentionnée qui rejoint des préoccupations des participants. C'est la 6e menace qui est mentionnée ici, c'est celle de la politisation autour de la tarification de l'énergie. Et cette politisation fait partie des éléments qui posent des enjeux. Donc, on a fait des conférences de cadrage. Je vais passer rapidement sur quelques éléments qui ont été mentionnés dans ces conférences de cadrage parce qu'il y a quand même des éléments intéressants de contexte qui nous sont donnés. On a commencé l'atelier par une conférence de Jocelyn Dumas, le président de la Régie de l'énergie, qui est venu nous faire un petit peu un bilan de l'évolution de la Régie de l'énergie ces 20 dernières années, mais surtout nous parler du nouveau plan stratégique à venir que la Régie va déployer dans les années à venir. Et ils ont bien conscience à la Régie de l'énergie, comme l'article 5 de la loi sur la Régie le mentionne, qu'il faut répondre aux besoins énergétiques du Québec, mais dans le respect des objectifs des politiques énergétiques du gouvernement qui incluent des objectifs de développement durable et de transition énergétique. Et donc, la Régie va s'efforcer de mieux intégrer ces éléments de développement durable, ce qu'on peut appeler les éléments, les bénéfices non économiques qui sont associés à l'énergie et qui peuvent être des bénéfices sociaux, des bénéfices environnementaux. Et d'ailleurs, la Régie de l'énergie va tenir la semaine prochaine, le 17 septembre, un colloque sur les bénéfices non énergétiques au Québec. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite évidemment à vous inscrire à ce colloque-là sur la prise en compte des bénéfices non énergétiques dans la pratique réglementaire. On a eu Geneviève Gauthier, directrice nationale d'Éconolaire, qui est venue nous parler de la réglementation des équipements et dans les bâtiments au Québec. Elle nous a rappelé que c'est un outil que le gouvernement québécois possède et dont il dispose et qui, en fait, il pourrait utiliser davantage pour accélérer la transition énergétique. C'est un pouvoir que la Constitution canadienne donne aux provinces et ce qui malheureusement donne aussi une multiplication des approches pan-canadiennes et un manque de cohérence entre les provinces canadiennes parce que les provinces ont beaucoup de flexibilité pour adapter. Alors pour l'industrie des équipements, parfois ça peut créer des barrières parce qu'il y a une harmonisation qui est parfois manquante. Et ce manque d'harmonisation qui s'associe en plus avec un développement technologique très rapide, eh bien, on a une segmentation des marchés, on a plusieurs enjeux et on n'a pas une approche systémique globale qui pourrait bien aider à augmenter la pénétration de différentes technologies. Et elle a noté quelque chose de très juste, c'est qu'il y a une popularité pour différentes certifications environnementales. On peut mentionner par exemple BOMA BEST, la certification LEED pour les bâtiments, des bâtiments zéro carbone aussi, différents types de certifications sur les bâtiments que les constructeurs vont chercher. Et cet appétit pour les certifications volontaires, elle démontre en fait que il y a un appétit pour les certifications. Cette multiplication des différents types de certifications n'est certainement pas souhaitable parce qu'on y perd rapidement son latin là, entre tous les différents types de certifications. Il serait peut-être temps de faire un ménage avec des règles générales et des certifications sévères, mais uniques pour permettre à tout le marché de s'adapter
et de se mettre aux normes de ce que le défi de la transition énergétique appelle. J'ai fait une petite présentation sur le rôle régional du Québec dans la transition énergétique. Je vous invite à télécharger les diapositives si vous voulez en avoir plus. Le temps passe, alors je ne veux pas m'attarder sur ma présentation. Sylvain Odette nous a parlé de différents défis des véhicules électriques, des technologies décentralisées, notamment en termes de tarification. On a une tarification qui est très favorable aujourd'hui aux véhicules électriques personnels, par exemple, parce que vous pouvez le brancher et bénéficier d'un tarif D qui est en fait subventionné par les consommateurs commerciaux. Donc, nos recharges électriques à travers l'interfinancement, eh bien, sont subventionnés par les consommateurs commerciaux et industriels. On ne paye pas pour la pointe de puissance lors de notre recharge. Ça favorise évidemment les véhicules électriques, mais à terme, si on a 1,5 million de véhicules électriques au Québec en 2030, eh bien, les structures tarifaires actuelles vont poser des défis d'intégration et d'équilibre entre d'équilibre financier pour les distributeurs d'énergie. Et donc, on a de façon similaire pour les technologies décentralisées comme les panneaux solaires, on a des défis sur lesquels il va falloir se pencher. Étienne Cyr d'Hydro-Québec nous a parlé de différentes normes dans le secteur du bâtiment qui étaient encore problématiques. Par exemple, des normes qui ne sont pas assez sévères. On installe au Québec encore des plaintes électriques pour le chauffage, alors qui peuvent assez difficilement être programmées, alors qu'il faudrait bien davantage imposer de manière réglementaire des thermopompes, imposer des gadgets électroniques, mais des équipements électroniques permettant de mieux contrôler la consommation dans les bâtiments. C'est quelque chose sur lequel on devrait probablement être plus agressif parce que cela permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur notre consommation. Et Patrice Mangin de l'UQTR nous a parlé des bioénergies et la réglementation qui entoure les bioénergies. C'est encore un petit peu encore très déficient au Québec et on manque d'harmonisation, de soutien pour les bioénergies. Et c'est un secteur qui est très morcelé entre le bois, les biocarburants, le gaz naturel renouvelable. On a différentes matières qui peuvent être utilisées à diverses fins, des incitatifs qui sont très éparpillés et la plupart du temps insuffisants. Donc, des filières qui ont de la peine à s'organiser parce qu'il manque justement un cadre soutenant pour leur permettre de décoller et de jouer un rôle structurant dans la transition énergétique. On le sait, l'électrification va être essentielle pour la transition énergétique, mais on ne pourra pas se passer des bioénergies parce qu'elles jouent aujourd'hui et elles pourront jouer un rôle encore plus grand à l'avenir. On a bénéficié lors de l'atelier, on a bénéficié de la vision de Richard Kaufman qui nous a présenté l'état des lieux à New York. New York a des grandes ambitions en transition énergétique. Donc, il a fait un peu le bilan de ce qui se passe là-bas. Il a mentionné un point sur lequel je vais pas insister lourdement, mais simplement rementionner, c'est le facteur d'utilisation des infrastructures énergétiques. Ce facteur d'utilisation, il est très, très faible. Il se situe autour de 50%, ce qui veut dire qu'on calibre nos infrastructures énergétiques à un niveau pour couvrir la pointe, mais le niveau d'utilisation moyen est très bas, autour de 50%, à peine plus de 50%. Il y a probablement d'énormes gains à réaliser si on arrive à mieux utiliser le capital, parce que ces infrastructures énergétiques, c'est du capital qu'on investit. Il faut que ce capital-là soit optimisé et qu'on l'utilise à des taux d'utilisation beaucoup plus élevés, qu'on vise 80, 70, 80% de facteurs d'utilisation pour justement rentabiliser nos investissements dans nos infrastructures. Et la tarification aujourd'hui au Québec, largement dans le secteur résidentiel, ne pousse pas à une optimisation des infrastructures, de l'utilisation de nos infrastructures énergétiques. Philippe Donsky de Donsky Énergie et Climat a donné sa perspective sur la modernisation du cadre réglementaire. Il a insisté sur le fait qu'il faut tenir bien en compte du contexte québécois et de ses particularités,
que Hydro-Québec est un joyau et qu'il faut garder, préserver ce joyau pour bénéficier de ses forces. Il a aussi plaidé pour une meilleure intégration d'analyses économiques pour bien comprendre la valeur de différentes options qui peuvent permettre de réduire la demande énergétique. Il a aussi plaidé pour des indicateurs de performance en réglementation qui permettent d'atteindre des résultats. Et ça, c'est un thème qui va revenir qui va revenir, mais qui est revenu dans nos discussions avec tous les participants de l'atelier. C'est qu'il faut viser des résultats, il ne faut pas tant viser des moyens ou des approches prescriptives, mais il faut vraiment viser le résultat, l'objectif et laisser plus de flexibilité aux acteurs pour atteindre ces moyens-là. Donc, c'est vraiment la performance qu'on doit viser et que la réglementation devrait être une réglementation sur la performance. Et un autre élément sur lequel Philippe Donsky a insisté, c'est d'essayer de briser les silos réglementaires qui ont tendance à dominer historiquement au Québec et ailleurs, parce que de plus en plus, il va falloir passer d'une énergie à l'autre. On le voit, le Hydro-Québec et Énergir, on commence à tenter de briser ces silos-là en intégrant justement la biénergie pour pouvoir garder les forces, garder certaines forces d'énergie pour répondre à du chauffage, mais en décarbonant le chauffage, en permettant à l'électricité de pénétrer pour la majeure partie du chauffage, donc en combinant les deux. Donc là, si ça fonctionne à la Régie d'énergie, on va pouvoir briser les silos, mais quand on pense à l'hydrogène, quand on pense aux biocarburants, il va aussi falloir briser des silos parce qu'il y a l'hydrogène au Québec, on va de plus en plus vouloir la produire avec de l'électricité, donc il va falloir mieux intégrer la production d'hydrogène et des intrants avec les secteurs d'électricité. Même chose pour les biocarburants, il va falloir mieux les intégrer dans le mix énergétique et réglementaire du Québec. Donc ça, c'était pour le petit bilan du contexte qu'on s'est donné. Et on a eu des discussions avec nos 50 intervenants et participants lors de l'atelier pour accoucher de 15 grandes pistes d'action que je vais maintenant partager avec vous. Donc, comment est-ce que ces pistes d'action ont émergé? Elles ont émergé dans 4 tables rondes que nous avons fait d'une dizaine de personnes, 10-12 personnes par table ronde, et on demandait à chacun des participants et à chacune des tables rondes de se prononcer sur les principaux enjeux de la réglementation d'énergie au Québec, sur les réformes à envisager, sur les obstacles qui se dressent à la modernisation de la réglementation et quelles stratégies pourraient être utilisées pour les surmonter. Et on voulait aussi s'assurer de faire un petit brainstorming sur les options qui pourraient être utilisées pour améliorer la concertation et l'implication des parties prenantes. Alors, les enjeux qui sont ressortis de nos discussions, et là, ils sont numérotés de 1 à 15, mais ce sont des pistes d'action, mais que ce ne sont pas forcément, c'est pas un ordre prioritaire, c'est simplement qu'on les a numérotés, mais c'est pas le premier enjeu, n'est pas le manque d'indépendance, mais c'est très certainement un enjeu qui est ressorti dans les discussions, c'est le manque d'indépendance dans le processus de mise à jour du cadre réglementaire, parce qu'on a des conflits d'intérêts à l'occasion entre le gouvernement qui met de l'avant certains règlements, des institutions réglementaires comme la Régie de l'énergie, qui est un tribunal administratif indépendant, mais qui doit malgré tout écouter les décrets que le gouvernement émet à l'occasion et qui ne sont pas forcément des décrets que la Régie de l'énergie aurait spontanément choisi de suivre si on lui donnait la liberté. Et ça donne à l'occasion une perception et dans certains cas peut-être une réalité de manque d'indépendance dans la mise à jour du cadre réglementaire. Il y a un manque de transparence aussi qui a été identifié comme un enjeu et ce manque de transparence, il est lié à la lourdeur du processus réglementaire, aux données qui ne sont pas toujours facilement accessibles, soit parce que la Régie de l'énergie, qui rend beaucoup de données disponibles, n'est pas forcément très facile d'accès. Quand on va chercher dans les dossiers, quand on va chercher dans les documents, les données sont complexes à aller chercher, mais parfois les données ne sont tout simplement pas là et elles sont trop difficiles à aller chercher. Et donc, ça amène un manque de transparence dans le cadre réglementaire. Le processus réglementaire est souvent considéré comme long et complexe. Du moins, il y a plusieurs intervenants qui ont
identifié ça comme un enjeu. C'est très difficile de planifier à l'avance. Il y a des cycles gouvernementaux qui amènent, par exemple, des nouvelles lois comme la loi 34, qui était difficilement prévisible pour beaucoup d'acteurs du monde secteur de l'énergie. La loi 34 qui visait à simplifier le processus de tarifaire en mettant en indexant le prix de l'électricité à l'inflation, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était prévu de la part du secteur de l'énergie et qui n'était pas non plus forcément, qui n'a pas été bâti dans la transparence et la discussion. Donc, c'est plutôt une loi qui est arrivée, qui a été imposée. Donc, c'est complexe d'agir là-dedans. C'est un des volets qui sont souvent soulignés. Et, et donc, différents enjeux spécifiques sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder, mais il y a un grand paradoxe qui est là, qui est que le gouvernement fixe des objectifs environnementaux très ambitieux. Et ça, on le sait, au Québec, on est ambitieux, on veut faire des bonnes choses pour l'environnement et la lutte contre le changement climatique, mais le cadre réglementaire, lui, ne l'aide pas pour atteindre ces objectifs-là. On manque d'ambition dans les outils réglementaires que l'on met et qui devraient soutenir la transition énergétique, mais qui ne la soutiennent pas encore aujourd'hui suffisamment, du moins. Des réformes à envisager, 6 réformes ici sur lesquelles on pourrait s'attarder plus longuement. Évidemment, c'est très condensé comme exposé ce que je vous fais. Il faudrait intégrer plus explicitement les notions de transition énergétique dans la réglementation. Il faudrait, comme je le mentionnais, parler de performance, avoir une réglementation qui est basée sur la performance, bien plus que sur les moyens que l'on peut utiliser. Il faudrait laisser de la place à l'expérimentation dans la réglementation, bien davantage que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'innovations, il y a tellement de nouveaux outils technologiques qui sont disponibles qu'il faudrait pouvoir expérimenter dans des sous-secteurs, dans des projets pilotes pour justement tester ces éléments-là. Il faudrait, surtout pour le volet 1, avoir un processus participatif qui est plus inclusif, qui est plus indépendant et transparent. Donc ça, c'est une réforme qui vient répondre à certains enjeux qu'on a mentionnés plus tôt. Certains intervenants, et ça ne fait pas forcément l'unanimité, demandaient même d'envisager une réforme du secteur de la distribution d'électricité pour permettre à plus d'acteurs d'agir en concurrence et de pouvoir pénétrer le marché qui aujourd'hui est évidemment dans le carcan de Hydro-Québec Distribution. Donc ça fait partie des idées qui ont été mentionnées. Et pour le volet 2, pour la réglementation des équipements et des bâtiments, beaucoup ont demandé, ou c'est une idée qui a rejailli, celle d'avoir un organisme indépendant pour établir les besoins en matière de réglementation et de faire une feuille de route et établir une vision à long terme de la réglementation des équipements pour atteindre, encore une fois, les objectifs de la transition énergétique. Il y a différents obstacles qui ont été identifiés et différentes solutions ou stratégies qui pourraient être utilisées. On pourrait pallier au manque d'indépendance en renforçant le processus d'élaboration du cadre réglementaire par une approche plus prévisible et des mises à jour régulières. Donc, avec un cadre régulier qui serait mieux établi, eh bien, on pourrait mieux encadrer et avoir une plus grande confiance dans l'indépendance du processus. Comme la régie se penche là sur les aspects les aspects non économiques qui sont liés à l'énergie, eh bien, on pourrait mieux intégrer ça dans la réglementation. La 12e piste d'action, c'est la communication. Il faudrait mieux communiquer avec des informations qui sont adaptées pour pouvoir accompagner les différents groupes qui sont touchés par la réglementation énergétique. Il y a différents groupes très importants, des ménages à faible revenu dont il faut évidemment s'assurer de la qualité de vie et il faut prêter une attention particulière pour ces gens-là et savoir communiquer avec ces groupes-là, mais il faut aussi communiquer avec ceux qui sont dans les ménages à revenus plus élevés et qui, eux, peut-être devraient faire des efforts supplémentaires pour la transition énergétique. Et si on avait une communication qui était plus adaptée, soutenue par une information transparente et facilement accessible, eh bien, on aurait probablement une plus grande acceptabilité sociale des réformes. Beaucoup semblaient penser dans l'atelier qu'avec une meilleure information, un socle d'informations solide et bien diffusé, on pouvait faire accepter beaucoup de réformes.
Une piste d'action aussi, c'est de réaliser une revue exhaustive des options réglementaires qui sont disponibles pour pouvoir mieux choisir celles qui correspondent à nos objectifs. Et finalement, pour la concertation, pour améliorer la concertation, ça reprend des idées qui ont déjà été mentionnées, c'est d'établir des processus de réflexion qui sont plus inclusifs, en créant par exemple des tables ou des comités sectoriels de réflexion, mais peut-être sur des bases plus permanentes, pour que les préoccupations puissent émerger et arriver aux instances réglementaires dans un cadre très inclusif et mieux structuré, et peut-être même faire des consultations périodiques pour faire l'état des lieux et des besoins en matière de modernisation de la réglementation énergétique. Donc, avoir des processus de concertation pour, par exemple, les différentes tables de discussion qui ont été créées par le gouvernement pour le plan pour une économie verte 2030, eh bien, ces tables de concertation dans différents domaines, elles ont généré plein d'idées, elles ont permis à plein de gens de se rencontrer. Peut-être que c'est ce type de concertation-là qui pourrait être pérennisé à travers des processus explicites et des consultations périodiques qui pourraient être faites. Donc, ça fait partie des idées qu'on met de l'avant. En conclusion, pour laisser quand même une quinzaine de minutes aux questions qui, je vois, arrivent, eh bien, on a des grands défis environnementaux devant nous. La transition énergétique ne sera pas une promenade ludique et facile. Il va falloir faire des réformes réglementaires parce qu'elles sont incontournables. Il va falloir faire évoluer le cadre réglementaire qui nous suit depuis très longtemps. L'atelier a permis de dépister des enjeux qui sont prioritaires, des pistes d'action qui pourraient être poursuivies. Nous pensons que des consensus sont possibles si l'information et des consultations sont à la base de ces initiatives-là. Et on espère que ce rapport-là va être un point de départ utile pour débattre d'idées et préparer une feuille de route pour développer et déployer le cadre réglementaire qu'on souhaite avoir pour réussir la transition énergétique. Je veux remercier tous les partenaires de la chaire du secteur de l'énergie que je ne vais pas mentionner, mais vous voyez les logos ici qui sont essentiels, et évidemment le MERN et le gouvernement du Québec en font partie, et particulièrement pour cet atelier-là, c'était essentiel d'avoir leur soutien. Vous pouvez télécharger le rapport sur le site de la chaire, vous voyez l'adresse à l'écran. Je vais maintenant passer aux questions. Je vais cesser de partager mon écran. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans la boîte questions et réponses, mais dans le chat. Le chat a aussi été très actif. Alors, répondu aux questions du chat, mais souvent, c'est plus des commentaires, donc c'est plus pour l'intérêt des gens qui participent. D'accord. Merci, Joanne. Et donc, Joanne et Sylvain, merci de vous joindre à nous. Vous êtes évidemment invités à répondre. On a deux questions, en fait, qui sont là. La première question de Louis-Alexandre. La géothermie et le géocooling ont un énorme potentiel pour les institutions, commerce et industrie. Comment favoriser leur adoption massive? Moi, c'est une question très centrée sur un secteur. Moi, ma réponse, c'est juste de dire que l'atelier ne se précisait pas nécessairement sur une filière ou un thème, à moins que les participants décidaient que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en valeur. Mais je pense qu'il faut plus regarder les recommandations comme de façon générique des enjeux qu'il faut tenir compte, qui s'appliqueraient de façon plus large à tous ces différents secteurs-là. Donc, ce n'est pas juste à une filière, mais ça peut s'appliquer à d'autres filières. Donc, quand vous allez lire le rapport, vous allez voir qu'effectivement, votre question est pertinente, mais ce n'est pas adressé d'une façon précise, mais les pistes peuvent répondre ou du moins répondre à cet enjeu-là. Vous êtes en complément, qu'on vise dans les bâtiments, c'est vraiment des bâtiments qui consomment peu d'énergie, qui sont non émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les objectifs. On veut de la performance des bâtiments. Donc, à partir du moment où on aura un cadre réglementaire qui va viser à la performance des bâtiments, mais les options qui permettent d'obtenir cette performance-là vont implicitement et indirectement être favorisées. Donc, je dirais la meilleure manière de favoriser la géothermie et les autres
possibilité pour rendre les bâtiments performants, c'est de s'assurer d'avoir une réglementation qui oblige les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments à atteindre des niveaux de performance élevés dans les années à venir. On a Raymond Goudron qui nous pose la question suivante. Pourquoi avoir focalisé l'étude principalement auprès des grands distributeurs, Hydro-Québec Énergie, et laisser en marge les énergies innovantes et complémentaires à la transition? Le propane renouvelable et les biocarburants ne semblent pas avoir été considérés suffisamment. Je ne sais pas si Sylvain, je peux me lancer puis tu compléteras. Vas-y. Je peux peut-être mentionner qu'il y avait quand même 2 volets à l'atelier. Il y avait un volet plus sur les codes. Et évidemment, ça, il y aurait tout un volet pour certifier du gaz propane renouvelable, certifier du gaz naturel renouvelable, certifier des énergies renouvelables. Et le premier volet était sur les infrastructures de distribution, était la réglementation selon le cadre réglementaire de la loi actuelle, donc la loi de la Régie de l'énergie, la loi d'Hydro-Québec, qui encadre le développement d'un service public. Donc, à partir du moment où c'est un service public, c'est la distribution de l'énergie, de l'électricité et du gaz naturel. En amont, je dirais, du compteur. Donc, c'est peut-être dans le volet 2, ça aurait été un sujet qu'on aurait pu discuter au niveau de la certification pour reconnaître du gaz propane renouvelable, mais le volet 1 était vraiment en fonction de la loi de la Régie de l'énergie actuelle, la loi d'Hydro-Québec, qui se focus sur les distributeurs d'énergie et non pas sur les produits en tant que tels qui sont consommés. Mais en complément, je vais réitérer, Patrice Mangin était là et a fait un exposé sur les biocarburants, la bioénergie. Il a bien souligné qu'on manquait au Québec de soutien et d'un cadre permettant de favoriser le déploiement de la bioénergie. Donc, c'est évident qu'on a dû faire des choix. C'est impossible, en fait, dans aucun atelier de couvrir adéquatement tous les sous-secteurs de l'énergie. Comme Sylvain vient de le mentionner, là, on s'est attardé sur le secteur de la distribution, puis qui est très important en électricité et en gaz naturel. Mais évidemment, il y a un éventail de sources énergétiques qui pourraient être déployées et qui méritent un meilleur soutien. Mais le constat a été fait que ce cadre cohérent et harmonieux n'existe pas aujourd'hui. Il doit être développé. On a beaucoup été au cas par cas. Et par contre, dans les biocarburants, le cas par cas ne permettra pas d'avoir une grande cohérence parce qu'il y aura des matières premières qui vont être en concurrence pour soit devenir de l'hydrogène, soit devenir du gaz naturel renouvelable, soit devenir des biocarburants liquides ou même solides. Et donc, il va falloir faire des choix et s'assurer d'avoir un cadre qui est le bon pour tout le monde. Je mentionnerais juste que quand même, ce qui est ressorti dedans le dernier volet pour les questions, pour la concertation, c'était la possibilité qu'on fasse comme prochaine étape des tables sectorielles parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tous les participants soient des experts dans tous les domaines qui touchent l'énergie. C'est très, très large, même nous. Mais à la fin de la journée, ça montre juste le potentiel avec ce genre d'activité-là, de qu'est-ce qui peut ressortir si on fait un exercice de consultation de tous les gens. On voit qu'on est capable de venir avec des solutions, puis éventuellement, ça serait effectivement de faire des tables sectorielles sur ces enjeux-là. Christophe Abrassard nous demande s'il y a des projets d'étiquette carbone-énergie obligatoire pour les équipements, comme en Europe, positionnement sur une échelle de performance en efficacité énergétique de A à G. Pour les bâtiments, et ça c'est dans le plan directeur de la transition, il y a on prévoit tech et maintenant le secteur de l'innovation et de la transition énergétique dans son plan directeur prévoit d'avoir des discussions sur l'étiquetage obligatoire des bâtiments et donc sur la performance énergétique des bâtiments pour savoir si ce sont des bâtiments performants ou peu performants. Il y avait récemment une commission parlementaire sur la loi sur les normes d'efficacité énergétique et la chaire a déposé un mémoire justement disant qu'il fallait aller dans ce sens-là, notamment pour les bâtiments, avoir un étiquetage beaucoup plus clair. Mais au-delà des bâtiments, je ne suis pas au courant d'un étiquetage plus obligatoire ou plus spécifique. Mais ça a été beaucoup abordé dans les tables, en fait, cet élément-là comme étant une des meilleures pratiques
que le gouvernement devrait s'inspirer. Donc, quand vous allez lire le rapport, vous allez voir dans les détails, parce qu'évidemment, dans la présentation, on ne peut pas rentrer dans toutes les suggestions que les gens ont mis de l'avant, mais ça, c'est effectivement une recommandation, ou en tout cas un point qui a été souvent abordé par les participants. J'invite les gens à lever leurs mains et je peux leur donner la parole pour qu'ils posent leurs questions oralement. Il nous reste 6 minutes, alors c'est tout à fait faisable. Il y a des questions dans le chat, hein, Pierre-Olivier. J'ai vu David Laurenti, peut-être pourrait la poser oralement. Je pense qu'il faut donner la parole. Je peux la répéter. La Colombie-Britannique a récemment adopté des mesures très innovantes qui encadreront le travail des régulateurs dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux de transition énergétique. Est-ce que le Québec est prêt à emprunter cette voie? À ce jour, la Régie de l'énergie du Québec ne tient que partiellement compte des politiques publiques de décarbonisation et de transition. C'est une excellente question qu'il faudrait peut-être adresser à la Régie de l'énergie, mais aussi au gouvernement, parce que la Régie, normalement, suit le cadre réglementaire de la loi. Mais je ne sais pas, sûrement parmi les invités ici, il y a des gens qui travaillent à la Régie et au gouvernement qui savent que la Régie de l'énergie va faire un genre de colloque et se pose cette question-là. Comment elle peut tenir compte davantage de la transition énergétique lorsqu'elle va rendre des futures décisions? Donc, je dirais, M. Laurenti, que cette question-là que vous posez, elle est dans les cartons de la Régie au moment où on se parle. Ils font un colloque la semaine prochaine. Même Pierre-Olivier va participer à ce colloque-là. Pierre-Olivier, tu peux en rajouter, mais ils veulent mettre des considérations, des externalités plus qu'environnementales, mais aussi sociales. Peut-être la question de Daniel Rochefort dans le chat est un peu liée à ça. La Régie d'énergie devrait-elle intégrer l'ensemble du cycle de vie des filières énergétiques dans son encadrement, particulièrement au niveau des filières fossiles? Là, c'est ma réponse très personnelle là-dessus. Les études d'analyse de cycle de vie sont extrêmement importantes, mais on a déjà des externalités qui sont prises en compte à travers le contexte, la réglementation environnementale, notamment pour les gaz à effet de serre. Donc, peut-être que ce n'est pas essentiel de rajouter une lourdeur administrative si on veut vraiment prendre en compte de façon sérieuse toute l'analyse de cycle de vie dans la réglementation. Ça peut amener un appareil administratif extrêmement lourd. Alors, il faut aussi faire attention à ça. Le gouvernement fédéral se lance un petit peu là-dedans dans sa réglementation sur les combustibles propres et l'intensité carbone des carburants liquides. On a un rapport de la chaire là-dessus, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir, qu'on a sorti il y a quelques mois. C'est important d'avoir conscience des impacts sur le cycle de vie, mais si on veut tout amener ça dans le cadre réglementaire et tarifaire, ça peut avoir des conséquences très, très lourdes sur le suivi et les acteurs de l'industrie. Alors, c'est à gérer avec un bon dosage. Il y avait aussi une question par rapport à si on a tenu compte des enjeux liés aux communautés des Premières Nations. On avait 5 questions. Dans ces 5 questions-là, on n'a pas abordé les Premières Nations directement, mais quand on demandait aux gens quels étaient des enjeux à tenir compte, on parlait justement qu'il faut tenir compte, mettons, si on met des nouveaux règlements par rapport à l'efficacité énergétique, etc., de s'assurer de tenir compte les impacts que ça va avoir sur les communautés les plus touchées. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça peut faire référence à des régions éloignées, aux Premières Nations, aux gens qui sont moins nantis, etc. Donc, dans ce sens-là, je pense que oui, il y a eu une première réflexion là-dessus. Mais après ça, pour aller plus spécifiquement sur les enjeux qui touchent les Premières Nations, encore à ce moment-là, il faudrait des tables sectorielles ou du moins qu'on se penche plus spécifiquement dans une deuxième étape là-dessus. Merci à Jonathan Théoret là, qui souligne par rapport à la divulgation de la consommation énergétique des bâtiments, des grands bâtiments. Il y a effectivement la Ville de Montréal et le gouvernement qui ont fait une annonce il y a 2 semaines sur le règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments. Donc, dans les réponses aux questions là, que vous pouvez voir, il y a le lien que Jonathan Théoret a partagé. Et François Aymon vient de partager le lien sur le colloque de la Régie de l'énergie dont je viens de vous parler dans le chat. D'accord. Une question de Stéphane Gagnon.
pensez-vous qu'il soit efficace de faire payer le coût du GNR par certains clients plutôt que par l'ensemble des clients, comme pour les autres biocombustibles, dans un contexte de pourcentage minimum de GNR dans le gaz? Sylvain, c'est à toi qu'on va laisser cette question-là. Est-ce qu'il vaut mieux faire payer certains clients ou l'ensemble des clients pour le GNR? Ben, c'est une bonne question. La Régie a répondu à cette question-là en ayant une approche hybride. D'ailleurs, la Colombie-Britannique aussi a essayé d'utiliser une approche hybride, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir le plus de clients volontaires, c'est-à-dire des gens qui seraient prêts à payer le vrai prix du renouvelable. Et si jamais ce n'est pas suffisant, là, le distributeur pourrait faire payer l'ensemble des clients pour le renouvelable. Donc, la plupart des décisions au Canada qui ont été rendues en ce sens-là, c'était justement de commencer à essayer de recruter le maximum de gens qui sont prêts à payer 2 ou 3 $ le gigajoule. Je m'excuse des unités, mais 2 ou 3 $ le gigajoule de plus, c'est presque 50 à 100% plus cher que le gaz classique. Et si jamais ce n'était pas suffisant pour atteindre les cibles d'intégration du gaz naturel renouvelable, oui, là, on pourrait faire payer l'ensemble des gens. Donc, évidemment, le problème en faisant payer l'ensemble des gens, c'est qu'on atteint notre cible puis on arrête là. Si on a suffisamment de clients volontaires qui sont prêts à entrer dans le renouvelable pour avoir des certifications de développement durable, mais on peut dépasser nos cibles. Donc, c'est toujours, à chaque fois que j'ai cette question-là, je dis, écoutez, si on est capable d'avoir plein de gens qui recherchent l'énergie renouvelable et qui sont prêts à payer plus cher, allons-y avec eux en premier. Si ça ne fonctionne pas, ben là, oui, il faut faire payer l'ensemble pour atteindre les cibles parce que c'est quand même dans l'intérêt public de le faire. On va s'arrêter là. Juste un petit point, Pierre-Olivier, là-dessus. C'est juste que avec les rapports que la chaire a fait sur la productivité énergétique, de plus en plus sur les stratégies d'économie circulaire dans le secteur industriel, ce qu'on se rend compte, c'est que pour que ces nouvelles énergies-là, ces nouveaux marchés comme le GNR, l'hydrogène, etc., puissent devenir viables, c'est important qu'en parallèle, il y ait des accompagnements pour aider ces gros consommateurs-là à réduire leur consommation, d'être beaucoup plus optimales, efficaces dans leurs procédés pour que justement, quand les nouvelles énergies rentrent, ça soit moins coûteux que s'ils devaient faire le choix vers des énergies conventionnelles. Fait avec ces nouvelles énergies-là, nécessairement, doit aussi s'accompagner une meilleure gestion de l'énergie. Sans ça, ça va être très difficile de le faire là, pour que la filière soit rentable par elle-même. Je vous remercie. Je tiens à remercier évidemment Joanne Whitmore, Sylvain Odette et tous les conférenciers et participants à l'atelier. Merci tout particulier à Dominique Deschênes, sous-ministre associé à l'innovation et à la transition énergétique au MERN. Et évidemment, merci à vous tous aujourd'hui. On était plus de 250 à écouter ce webinaire. Il va être enregistré et diffusé sur le site de la chaire. Alors, merci à vous. Bonne lecture du rapport. Et suivez les activités de la chaire. On a un prochain atelier et des conférences qui arrivent dans les semaines à venir. Atelier sur les données. On va regarder les données de l'énergie, les enjeux à la suppression des données, puis la divulgation des données en énergie. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye.